Maroun Nemer est directeur du Centre d'efficacité énergétique des systèmes à Mines Baritech et donc travaille pour beaucoup sur les aspects industrie et donc comment passer du concept ou comment introduire le concept d'usine sobre en travaillant effectivement sur la valorisation des calories et éventuellement jusqu'à la modification des process. Voilà, donc Maroun, je te passe le micro. Bonjour. J'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Prezi. J'espère qu'il ne va pas planter. Voilà, donc... Oui, mais j'ai besoin de bouger. Bon, la spécificité de l'industrie, c'est que les industries ne se ressemblent pas forcément, donc il n'y aura pas la possibilité d'avoir des objets typiques sur lesquels l'approche est transverse. Ceci dit, il reste des méthodes et des approches qui sont génériques et donc qui permettent d'approcher d'une façon systématique l'ensemble de la problématique industrielle. Donc je ferai un peu à l'envers par rapport à la présentation de Bruno. Je pars de l'approche système et je vais en projection pour aller à l'échelle des composants. Je n'ai pas intégré tous les travaux qui se font à l'échelle dans le périmètre industrie parce qu'ils ne rentraient pas exactement dans le scope de ce que je voulais raconter ce matin. Bon, à la fin, j'ai quelques slides pour les citer, mais il y a des posters là-dessus. Donc, usine sobre, c'est quoi? Ça veut dire une usine qui consomme le minimum de quelque chose. Et donc, comme tout le monde a dit ce matin, qu'on consomme de l'énergie, mais en fait, on gaspille de l'énergie parce que même l'énergie est conservée. Et donc, on consomme quelque chose, et donc j'aurais besoin de l'introduire juste avant de commencer ma présentation. Donc, qu'est-ce qu'on consomme en France pour l'industrie? Donc, beaucoup d'énergie qui part en chaleur. Donc, ça, c'est la répartition de la consommation énergétique dans les différents secteurs de l'industrie. Et donc, vous avez les différents postes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que beaucoup d'énergie part en chauffage. On chauffe beaucoup, en 70% de l'énergie qui est du chauffage. Et donc, l'industrie, elle s'améliore toute seule, parce qu'il y a la compétition, donc ça s'améliore tout seul, mais il faut quand même faire quelque chose. Donc, si vous regardez cette courbe qui vous donne l'évolution de l'intensité énergétique, en fait, qui est le kilowattheure consommé par un type de produit, vous avez par exemple pour l'acier une division par 3 de la consommation d'énergie dans le secteur de l'acier depuis 1970 jusqu'à 2008. Et sur d'autres secteurs, vous avez beaucoup d'améliorations, mais ceci n'était pas suffisant. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la consommation d'énergie ou bien l'intensité énergétique n'a pas continué à augmenter depuis quelques années. Donc on arrive à un palier. À partir de l'année 2000, l'augmentation n'est pas très remarquable. J'ai une autre courbe qui n'est pas là, mais qui montre qu'il y a une stagnation à partir de l'année 2000. Et donc, c'est lié en fait au fait que les gisements faciles, en quelque sorte, ont été rattrapés. Et aujourd'hui, on arrive sur des secteurs sur lesquels les gains en énergie sont devenus de plus en plus difficiles et les investissements sont de plus en plus complexes. Donc, si on regarde les émissions de gaz à effet de serre, donc vous avez à l'échelle de l'Europe, vous avez le secteur industrie pour l'énergie qui est beaucoup plus important que celui en France, lié au nucléaire. Et l'industrie seule émet 24% à peu près hors secteur de production d'électricité, donc 24 entre 22 à l'échelle européenne et 24% en France. Et là, les émissions sont réparties sur différents secteurs, entre des secteurs chimie, ciment et steel et beaucoup d'industries others. Il y a beaucoup d'agroalimentaire et d'autres secteurs. Donc, les secteurs de type ciment et steel, c'est des secteurs concentrés. Par contre, les autres sont très dispatchés. Par exemple, dans l'agroalimentaire, il y a plein d'usines partout et c'est très difficile d'avoir des travaux détaillés pour chaque typologie d'industrie parce que ça coûte beaucoup d'argent pour faire des audits, etc. Donc voilà, c'était juste un mot d'introduction. Donc, avant de commencer de détailler l'approche, il faut juste qu'on se mette d'accord sur quelques terminologies.
Donc la sobriété énergétique en fait, et la sobriété matière, ça passe par la minimisation, donc ce qu'on vient de dire, de la consommation d'énergie pour faire les mêmes produits et aussi de minimiser la consommation de matière, que ce soit l'eau ou bien les matières premières qui sont gaspillées, et évidemment par le recyclage. Et donc pour y arriver, il y a plusieurs façons de faire. L'une des méthodes sur lesquelles je reviens, c'est de faire en sorte que les procédés travaillent en symbiose. Donc les procédés qui donnent des rejets sont des entrées pour les autres, de telle manière à ce que lorsqu'on injecte une quantité d'énergie, mais en fait c'est de l'exergie, cette quantité d'énergie va faire plusieurs fonctions avant de partir à la poubelle une fois qu'elle est arrivée au niveau de la température ambiante. Et donc j'y vais directement pour juste illustrer ce que ça veut dire. Donc je parle par la suite que de l'énergie. La matière, c'est la même chose si on applique à la matière la notion de pureté. Donc si on applique à la matière la notion de pureté ou de la qualité, par exemple sur l'eau, c'est la qualité de l'eau, le même raisonnement fonctionne. Mais je ne me concentre que sur la partie énergie. Donc en fait, on consomme... L'énergie qu'on consomme dans les procédés, c'est l'énergie qu'on jette à la poubelle, donc c'est la destruction d'exergie. Et donc c'est quoi la différence entre énergie et exergie? La différence est très simple, c'est que l'énergie se conserve, mais l'exergie se détruit. Qu'est-ce que c'est l'exergie? L'exergie, en fait, c'est la quantité noble de travail, ou la quantité d'énergie noble qui se trouve dans l'énergie totale. Pour comprendre ça, c'est très simple. C'est le deuxième principe de la thermodynamique. Il y a des processus qui ne sont pas réversibles. Par exemple, si vous avez de l'eau chaude et de l'eau froide, lorsque vous mélangez, vous avez de l'eau tiède, mais lorsque vous avez de l'eau tiède, vous ne pouvez pas obtenir de l'eau chaude et de l'eau froide sans rien faire. Ça ne se passe pas toute seule. Et donc, ça se répercute sur quel sens? Ça se répercute sur un sens très simple. Si vous regardez la courbe qu'il y a en haut, c'est une courbe basique, hein, c'est des trucs de base de thermodynamique. Vous avez l'enthalpie et vous avez la température. Donc l'enthalpie, c'est l'énergie hein, dans une quantité de matière donnée. Donc plus la température est élevée pour la même delta enthalpie, donc la même quantité d'énergie, si cette énergie se trouve à une température élevée, elle doit valoir plus cher. Mais pour une raison simple, si vous voulez chauffer quelque chose avec une source plus chaude, c'est possible. Donc c'est une fonction possible. Donc vous pouvez payer le service. Mais par contre, si vous avez l'énergie mais qui se trouve à un niveau bas, tout ce qui se trouve au-dessus de ce niveau-là n'est pas faisable par cette fonction de chauffage. Donc l'énergie, par définition, elle n'a pas tout le temps le même prix, quel que soit le niveau de température à laquelle se trouve. Et donc ce qui permet en fait de trouver un taux de change, en quelque sorte, de toute forme d'énergie. Et donc ce taux de change, il y a d'autres taux de change, mais celui-là, c'est le taux de change exergétique qui est en fait le taux de change optimal, donc la meilleure façon de convertir. Et donc la notion d'exergie permet de convertir toutes les formes d'énergie à une seule forme, qui est celle de l'exergie. Et donc là, on a différentes formes d'énergie. Vous avez l'énergie mécanique, qui est en fait du travail pur, donc c'est de l'exergie pure. Vous avez l'énergie thermique, mais dans l'énergie thermique, vous n'avez pas toute l'énergie qui est en fait noble. Il y a une partie qui est noble, une partie qui n'est pas noble. Et pour convertir cette partie d'énergie en énergie noble, il y a des facteurs de conversion. Le meilleur facteur de conversion, c'est le facteur de Carnot. Donc si vous avez les meilleures machines au monde, vous pouvez extraire à partir de cette énergie de l'énergie noble qui s'appelle l'exergie. Si vous avez de l'électricité, c'est de l'exergie pure. Une fois qu'on a transformé toutes ces formes d'énergie en exergie, à partir de là, on est capable de faire des arbitrages. Donc, est-ce qu'on consomme du gaz? Est-ce qu'on consomme de l'électricité? Est-ce qu'on consomme de la chimie? Est-ce qu'on consomme de la puissance mécanique? Et donc, tout ça, ça commence à être gérable du point de vue arbitrage. Donc, on a à peu près l'outil ou bien l'outil d'évaluation des différentes solutions. Maintenant, quel périmètre? Est-ce que je regarde l'échangeur, le petit échangeur? Est-ce que je regarde un site industriel? Est-ce que je regarde 20 sites industriels? Et donc là, on rentre dans l'approche système. Donc il faut imaginer la présentation. C'est qu'on vient du haut vers le bas. Pardon. Et donc, on a une vision système du procédé. Donc ça, c'est le procédé. C'est un procédé global avec à l'intérieur beaucoup de procédés internes, donc des micro-procédés.
sur lesquels il faut définir le périmètre, sur lequel on va faire des études. Et vous avez les entrées de matières premières, les entrées des différentes formes d'énergie et des gaz et de l'eau, la sortie qui est le produit valorisé. Et en fait, tout ce que vous rentrez là et qui ne sort pas ici sous forme de energy service ou autre chose, ben vous allez le retrouver ici. Parce qu'en général, en dehors du fait que vous faites des plats chauds, ben, toute l'énergie est épuisée à la poubelle au niveau des usines. Et donc la variation d'énergie entre ce qui rentre et ce qui sort, vous allez le retrouver sur le heat losses, sur les rejets de matière, les rejets de gaz. Et donc tout le travail, c'est de maximiser le flux horizontal et de minimiser le flux vertical. Donc il faut consommer le minimum dans le sens vertical et maximiser le flux dans le sens horizontal. Et donc pour faire ça, il faut définir des périmètres, des outils de travail, faire des ruptures technologiques sur des composants. Et l'industrie, c'est du cas par cas, parce qu'il y a beaucoup de variabilité. Et pour y arriver, il faut maîtriser des choses. Ces choses sont ici à peu près. Bon, il n'y a pas tout, mais il faut maîtriser les principes de la thermodynamique, le contrôle, la thermique, les bâtiments industriels, l'analyse système, tout ce qui est chimique, réaction, absorption, tout ce qui est stockage, intégration de renouvelables, et surtout ces aspects sociologiques, parce que ce n'est pas toujours évident de convaincre deux usines côte à côte de travailler ensemble, parce qu'on va voir dans la suite, lorsqu'on travaille ensemble, on devient en quelque sorte dépendant physiquement, et donc s'il y a une usine qui tombe en panne, l'autre elle est dépendante, donc ça pose un problème de sécurité et de fiabilité des installations. Donc si je reviens à la vision système, maintenant il faut définir le périmètre. Le périmètre, ça peut être un périmètre dans lequel il y a beaucoup d'usines, hein. Donc ça, on peut imaginer que c'est une usine, mais il y en a tant, une usine. Et donc, actuellement, les travaux se concentrent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue en dehors des écoparcs entre différents sites industriels. Aujourd'hui, on se concentre sur des périmètres d'usines dans lesquels on applique des méthodologies d'optimisation et d'amélioration. Donc, la méthodologie, elle consiste d'abord à faire ce qu'on appelle l'audit énergétique. Donc, on arrive sur site et on fait une analyse, un diagnostic, hein. Donc, pour avoir des solutions possibles, il faut faire un diagnostic. Et ensuite, on propose des solutions pour faire de l'intégration énergétique. Et ces solutions sont largement différentes par rapport à la solution de type classique, qui consiste à dire j'améliore le rendement d'une installation, ou bien je récupère l'énergie sur un rejet thermique pour faire quelque chose. La question qui est posée, dans l'approche système dans laquelle je me positionne, quelle est la meilleure méthodologie pour arriver à faire de l'optimisation d'ensemble et donc minimiser les investissements pour maximiser les retours sur investissement. Donc la première étape, c'est l'audit énergétique. Donc il faut faire le synoptique des procédés. Donc il faut décrire les procédés, les modéliser et faire ce qu'on appelle l'évaluation. L'évaluation de l'énergie minimale requise. C'est quoi l'énergie minimale requise? Il y a deux types d'énergie minimale requise. Il y a l'énergie minimale pour faire les transformations du produit sans se préoccuper de ce qui se passe à l'échelle du procédé. Donc on suppose que le procédé est un variable inexistant et on va suivre quels sont les cycles de transformation que le produit doit subir pour arriver de l'état 1 à l'état 2, donc entrée-sortie, de chaque opération unitaire. Et à partir de cette définition des étapes de transformation de base, donc on arrive à définir quelles sont les opérations indispensables et quelles sont les opérations qui peuvent être substituées par d'autres opérations qui consomment moins d'énergie. Et donc une fois qu'on a défini les étapes de transformation, on arrive à définir l'énergie minimale requise. Cette énergie minimale requise nous donne deux idées, deux visibilités. Ou bien une visibilité sur comment on reconçoit un procédé en partant de zéro, donc si l'usine n'existait pas, donc la conception d'usine nouvelle, ou bien on part sur une reconception ou une amélioration d'usine existante. Donc dans le cas d'une amélioration d'une usine existante, il faut garder en tête qu'il faut maximiser la réutilisation interne de l'énergie et tout ce qu'on ne peut pas réutiliser en interne, ou bien on fait du pompage de chaleur en interne, ou bien on fait de la valorisation mécanique par la récupération d'énergie de type cycle de Rankine ou tout cycle moteur qui permet de transformer le travail mécanique et thermique, l'énergie thermique en travail mécanique.
Donc la première chose qu'il faut faire, ce qu'on appelle nous, c'est l'intégration thermique, qui consiste à dresser les courbes composites. Donc c'est les courbes qui nous donnent les diagrammes énergie-température de l'ensemble de procédés. Donc c'est quoi ce diagramme-là et pourquoi on en a besoin de le tracer? Il nous donne tous les flux qu'on rejette, donc tous les flux qu'on refroidit tout le long du procédé, et il nous donne toutes les zones dans lesquelles on chauffe les produits. Et donc la première réflexion, au début, on était en train de payer toute l'énergie qui est consommée sur toute cette lignée-là, et on est en train de jeter à la poubelle, pardon, on est en train de puiser ou de jeter l'énergie qu'il y a dans la courbe rouge, et on est en train de payer toute l'énergie qu'il faut mettre dans la courbe en bleu. Donc, du point de vue énergétique, on a même plus de disponibilité que de besoin, mais leur niveau de température n'est pas compatible. Nous ne sommes pas capables de chauffer la partie en bleu avec la partie en rouge parce qu'il n'y a pas le pincement ou il n'y a pas la différence de température. Donc, le deuxième principe de la thermodynamique nous oblige à ce que la partie qu'on refroidit soit plus chaude que la partie qu'on veut chauffer. Donc là interviennent les méthodes d'intégration thermique dans lesquelles on va définir les morceaux du procédé dans lesquels les rejets thermiques d'une opération ou bien d'un flux vont servir pour chauffer le besoin thermique de notre flux. Et donc à partir de là, donc pour faire ça, bon, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de flux à la fois. Donc il y a des logiciels. Donc on a une plateforme qui s'appelle CERES qui permet de faire ça. Donc dans la plateforme CERES, c'est une plateforme open source, donc avec un langage modélica à haut niveau, qui permet en fait, avec beaucoup de bases de données de procédés industriels, donc on a beaucoup de composants, des fours industriels, des cycles de Rankine organique et des pompes à chaleur, des cycles à absorption, des colonnes de distillation. Donc on a une base de données avec beaucoup d'éléments et la possibilité d'en rajouter d'autres. Et donc les éléments de la modélisation système permettent d'obtenir les courbes composites, donc les besoins et les disponibilités thermiques. Et ensuite, on lance des algorithmes d'optimisation, ces algorithmes de type MILP, donc des algorithmes à la fois qui font de l'optimisation discrète et de l'optimisation continue. Et ces algorithmes vont nous dire, sous contrainte de coût, quel fluide doit échanger avec quel fluide, où est-ce que je dois placer une pompe à chaleur pour récupérer l'énergie, la remonter sur un besoin en niveau plus supérieur, et où est-ce que c'est plus rentable d'installer des cycles de Rankine organique. Et donc, à partir des arbitrages basés sur des calculs d'optimisation et des fonctions coûts, on arrive à placer des réseaux d'échange. Et donc, ces réseaux d'échangeurs, il faut les mettre. Alors, ces réseaux d'échangeurs, intuitivement, tout le monde pense au liquide et au gaz, mais en fait, ça ne se contente pas de ça. Parce que si j'y vais, je reviendrai dessus, mais j'ai besoin juste pour ne pas couper le fil. Si je fais de l'intégration énergétique sur une aciérie, la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'en fait, la majorité de l'énergie sur laquelle j'ai la capacité de valoriser ces déchets thermiques, c'est le flux d'acier qui se trouve à 1000 degrés à la sortie de la coulée contenue. Donc c'est des mégawatts et des mégawatts. Et donc les intégrations thermiques ne s'appliquent pas que sur les flux d'eau ou bien de gaz, ça s'applique sur tout le flux de matière, y compris les parties solides et les poudres et tout ce qui est support ou bien produits annexes. Donc, lorsqu'on fait l'étude d'intégration thermique, on s'aperçoit rapidement qu'il faut faire une intégration thermique qui permet de récupérer l'énergie qui se trouve dans l'acier pour en faire quelque chose. Et donc là, plusieurs voies de valorisation existent. On a travaillé sur une voie de valorisation qui consiste à produire de l'électricité à partir de l'acier. Donc, en fait, on développe ce qu'on appelle ici un bouilleur à Brahms. Donc, on remplace en fait la chaudière d'un cycle de Rankine pour faire de l'électricité par un bouilleur qui, lui, utilise les Brahms comme étant le flux de chaleur. Et donc, le système prend des Brahms comme étant le flux à 1000 degrés et il produit de la vapeur qui est ensuite redétendue. Et cette vapeur-là va faire à produire 10 MW électriques. Donc, ça s'applique, par exemple, sur d'autres cas plus anecdotiques avec Bonduel. Par exemple, on a développé des échangeurs qui permettent de chauffer les petits pois en refroidissant des petits pois. Et c'est des échangeurs qui permettent, par exemple, de diviser par 4 la consommation d'énergie d'une usine de production de conserves. Donc, en fait, si on s'attaque juste à la récupération de base, j'ai des fumées qui sont jetées à l'extérieur et à 120 degrés, et donc je les récupère, j'en fais quelque chose, ça fait gagner 10-20%, pas plus.
Et donc, le fait de faire des reconceptions intégrées des procédés, par exemple, souvent, vous avez, par exemple, dans la production du chocolat, il y a beaucoup de lait et de produits qui sont chauffés et refroidis tout le temps. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus simple. À chaque fois que vous voulez chauffer quelque chose, vous brûlez. Et à chaque fois que vous voulez refroidir, vous jetez de l'eau froide. Et donc, à chaque fois, vous êtes en train de payer de l'argent et jeter de l'argent par la fenêtre. Et donc, la logique de base, c'est à chaque fois que vous voulez chauffer quelque chose, vous allez regarder ce que vous allez refroidir juste après pour utiliser ce que vous êtes en train de refroidir pour chauffer. Et donc, ça ne se fait pas tout seul parce que le problème, c'est les pincements. Et les pincements, ça veut dire des échangeurs. Et les échangeurs, ça coûte de l'argent. Et plus le pincement est faible, moins vous consommez de l'exergie, mais plus vous payez du matériau. Et donc là, je suis content de mon coup parce que je vais aller sur le slide que Jean-Luc m'a filé sur l'optimisation des échangeurs de chaleur. Et donc, on a une activité à l'école des mines de Douai sur l'optimisation des différentes typologies d'échangeurs de chaleur avec l'optimisation des formes des ailettes pour en faire des échangeurs qui sont les minimums de consommateurs de matière, maximum d'efficacité, qui permettent de minimiser les pincements. Parce que je recommence. Le pincement coûte de l'énergie, parce que plus vous avez de pincements, moins vous avez la possibilité de valoriser des échanges internes. Les échangeurs ne sont pas des échangeurs tout le temps liquide-liquide ou gaz liquide ou liquide. Ça peut être du solide-liquide, ça peut être du solide-solide. Et donc, il faut toujours faire les meilleurs échangeurs qui coûtent le moins cher et donc qui consomment le minimum de matière pour faire le minimum de pincement. On a aussi d'autres activités, cette fois-ci en collaboration avec l'école des mines de Douai, donc l'équipe de Jean-Luc, sur la conception de formes. Donc, comment on invente une forme qui répond à des objectifs de gradient. Donc, vous partez d'un espace dans lequel la matière, donc ça c'est la partie fluide, hein, le blanc, et là la partie matière, et vous dites où est-ce que je dois, ou bien quelle forme je donne à ma matière pour que l'échange soit optimisé, ou bien que je puisse avoir le maximum d'échange entre le fluide et le solide sans consommer, donc en minimisant la consommation de matière. Et donc en lançant des optimiseurs, donc on a eu des travaux relativement conséquents sur cette thématique-là. Et donc on arrive à par optimisation morphologique, donc par des algorithmes d'optimisation et des automates cellulaires, il y a plusieurs algorithmes. Mais celui-là, il permet d'allouer en fait la matière en partant de zéro pour différentes quantités de matière qu'on s'autorise. Où est-ce qu'on place le matériau pour obtenir la forme qui permet de maximiser, par exemple, le transfert de chaleur et minimiser la perte de charge. Donc cette activité continue. Et le but, c'est d'arriver à faire de l'optimisation des surfaces d'échange et aussi minimisation de la quantité de matière. Donc, il y a aussi toujours cette histoire de valorisation de déchets thermiques. Donc, vous avez bien vu qu'il y a un flux qui part de l'autre côté. Et c'est des flux, par exemple, dans le ciment, vous avez énormément de flux qui sont rejetés à 120 degrés. Plus que la moitié de l'énergie dans l'industrie est rejetée en dessous de 120 degrés. Donc, cette énergie, il faut en faire quelque chose. Et en général, lorsque l'énergie se trouve à 120 degrés, il y a très peu de besoins à côté, sauf si le site est connecté à une ville avoisinante, ou etc., dans lequel ça peut servir pour faire de l'eau chaude. Donc, sur les sites qui sont un peu pas très proches des agglomérations, donc il faut en faire quelque chose. Et c'est là où la plus grosse difficulté. Et la difficulté, elle est à la fois technique, mais surtout économique. Donc, par exemple, si vous regardez ça, c'est un démonstrateur de système de récupération d'énergie sur des fumées de ciment. C'est un cycle de Rankine organique, Jean-Luc en a parlé. Cet échangeur-là, bon, il n'y a personne qui est debout, mais une personne, ça doit faire jusqu'ici. Hein. Donc, vous avez quelque chose qui fait 5 mètres ou 8 mètres x 4 mètres de dimension, plus tout ce système-là pour faire 100 kW électriques. 100 kW électriques, ça vous fait 12 € le kilowatt installé. 12 € le kilowatt installé, c'est un TRI négatif, c'est impossible. Vous ne ramenez jamais, même pas l'intérêt du capital que vous avez investi. Et donc, il y a des vrais travaux sur la réduction du prix de ces systèmes-là pour permettre l'optimisation et la possibilité de leur déploiement. Théoriquement, sur papier, ça marche. En laboratoire, ça marche. Sur le terrain, ça commence à marcher malgré des problèmes de corrosion liés aux questions de rosée acide et des questions qu'on ne s'aperçoit pas en labo. Et donc là, actuellement, l'une des idées, c'est de coupler la dépollution et la récupération d'énergie. Donc faire en même temps les étapes de dépollution qui sont obligatoires,
Et donc ces étapes-là, on les combine avec des étapes de dépollution, de récupération d'énergie pour minimiser les investissements. Voilà. Donc le problème de tout ce couplage-là, c'est que si les petits pois, par exemple, chauffent les petits pois dans l'échangeur de petits pois, bah, le matin, lorsqu'il n'y a pas de petits pois chauds, bah, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il n'y a personne pour chauffer le petit pois qui ici. Donc le produit chaud n'est pas là pour chauffer le produit froid qui arrive. Donc vous avez un problème tout le temps sur les transitoires, tout le temps, parce que c'est un système couplé. Et un système couplé, bah, c'est hyper dépendant. Il suffit d'avoir une fluctuation quelque part dans le système et tout le système est remis en question. Et donc ça, c'est une production journalière typique et vous avez des systèmes de ce type-là qui fluctuent tout le temps. Ce système-là donne des rejets thermiques, mais l'autre opération à côté a besoin de ces rejets thermiques pour fonctionner. Donc celui-là qui est instable déstabilise celui d'à côté et donc il faut remettre de la stabilisation de partout. Si vous faites de la double investissement, personne n'en veut, hein, parce que si vous devez payer une chaudière, bah, ça ne va pas être très rentable. Donc il y a tous les travaux qui s'ouvrent sur les logiques d'optimisation du contrôle assisté par modèle et le contrôle temps réel et la conception robuste, et donc sur lesquels c'est un champ de travail c'est un chantier qui commence. Et donc, un des voies sur lesquelles nous travaillons, c'est la conception, le contrôle multiniveau des systèmes industriels. Donc, la logique, elle est très simple. On est dans un système qui, un des composants du système est un four de 500 kW. Ce four-là, il y a derrière une laminoire. Ensuite, à côté de l'usine d'à côté, bah, il y a un blancheur de légumes et sur à côté, il y a des éoliennes, etc. Donc, tous ces systèmes-là, bon, ça doit vous faire penser au smart grid, ce qui est à peu près la même chose. Sauf que nous, on travaille sur le composant intelligent au niveau du sous-système, de l'installation en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des modèles physiques qui reproduisent le fonctionnement d'un système en fonction des paramètres opératoires. Donc, c'est un modèle physique avec toute la science qu'il y a dedans. S'il y a le rayonnement, il y a le rayonnement. S'il y a la thermodynamique, il y a la thermodynamique. Sauf que ce système-là, le contrôleur va venir lui poser une question ou bien lui imposer une consigne. Par exemple, il va venir lui dire, est-ce que tu peux baisser ta consommation de 10%? Ou bien est-ce que si dans 10 minutes, la production ou bien la cadence baisse de 5%, combien d'économies d'énergie tu peux me donner? Donc, cette installation doit répondre à l'instant, instantanément, à la réponse posée. Donc, il faut faire du calcul ultra rapide pour que la réponse remonte et que l'optimiseur de l'échelle au-dessus puisse faire l'optimisation. Donc pour faire ça, on a une activité qui a commencé maintenant il y a 3 ans sur le contrôle ou la modélisation temps réel des systèmes physiques sur carte graphique. Donc aujourd'hui, par exemple, vous faites de l'optimisation temps réel des fours de réchauffage sidérurgique. Ces fours de réchauffage sidérurgique, ils consomment 40 millions d'euros de gaz par an, par four. Et donc, si vous faites du contrôle intelligent, vous pouvez diviser ou réduire de 4-5%, voire 10-15% de la consommation. Et donc, pour faire ça, il faut un contrôleur temps réel qui prend les cadences de l'échelle d'avant et adapte les consignes du chauffage, donc la consommation du gaz. La même logique s'applique sur les systèmes qui ont plusieurs sources d'énergie. Par exemple, si dans une usine, vous produisez du biogaz, vous avez du gaz que vous achetez sur le réseau et de l'électricité sur le réseau, et vous avez votre système qui est intégré et contrôlé. Vous pouvez faire les arbitrages en fonction du tarif temps réel, sur quel type de gaz vous allez passer ou quel type de fluide d'énergie vous allez passer. Mais tout ça, il faut savoir comment le système derrière se comporte. Voilà. Et donc, une fois qu'on arrive à convaincre tout le monde de travailler ensemble, et donc on a fait le contrôle, il faut aussi faire la flexibilisation par le stockage. Et donc dans le domaine de l'industrie, ce n'est pas le stockage de masse qui nous intéresse, c'est le stockage dispatché au niveau des sites industriels. Donc là, j'ai repris un exemple de stockage d'air comprimé, mais cet exemple peut être le stockage de la chaleur, donc stockage thermique, basse, haute ou moyenne température. Et donc, il y a des systèmes hybrides qui ont en fait un sens au niveau des sites industriels, mais qui ne sont pas forcément les meilleurs lorsqu'il s'agit d'un stockage de masse. Ici, par exemple, c'est un cycle de base avec air comprimé.
La seule spécificité lorsqu'on met ce système-là à l'échelle de l'usine, c'est que ce système-là, il est à la fois un système de stockage d'énergie, mais il sert aussi à revaloriser les rejets thermiques à la détente. Donc imaginez que vous avez une usine qui a des rejets thermiques et vous ne savez pas quoi en faire. Donc au lieu d'acheter un cycle de rankine organique sur lequel vous faites beaucoup d'investissements, vous faites un cycle de stockage d'énergie et lorsque vous allez faire la détente, vous mettez la chaleur rejetée par le procédé dans la détente et ça vous permet en fait de rattraper à peu près à 100-120% le rendement global du cycle. Donc à la fin, vous produisez plus d'électricité que vous en mettez parce que vous avez valorisé au passage les rejets thermiques. Donc actuellement, c'est monosite. La question, si je dois faire du multisite, comment j'y m'y prends? Parce que le système devient plus grand. Et même à l'échelle de l'usine, il y a des problèmes liés au fait qu'une usine, il y a de la distance, donc il faut tirer des tuyaux, il faut tirer des câbles. Est-ce qu'on passe par la chaleur ou est-ce qu'on passe en élec et on envoie l'électricité? Donc il y a la conception, l'architecture et l'agencement. Il y a la question de la dépendance des procédés. Et il y a la question de la comptabilité. Donc lorsque je fais de l'économie, comment je paye, comment je touche, etc. Donc si on veut agrandir la vision, parce que imaginez que le système 1 a fait un gros investissement pour récupérer de la chaleur par un cycle de rankine organique. Et lui, il a besoin, parce que c'est un abattoir à côté, et donc il achète une chaudière pour brûler, pour faire de l'eau chaude. Et parce qu'il y avait une séparation, ils ne se sont jamais parlé. Sauf qu'entre-temps, le gérant de la collectivité locale est venu leur voir pour dire vous ne voulez pas, par exemple, ici faire tirer un tuyau qui fait de l'eau chaude pour le monsieur d'à côté. Donc si chacun fait l'investissement seul, la solution, elle sera forcément moins bonne que la solution qu'on trouvera à l'échelle du système. Et cette même logique s'applique sur les systèmes tels que soit sa taille. La solution sur le système le plus gros est toujours meilleure que celle qu'on trouvera à l'échelle du système isolé. Et ça s'applique jusqu'aux composants. Donc, plus vous réduisez votre périmètre, plus vous risquez de tomber sur une solution qui n'est pas optimisée. Et donc le problème de l'agrandissement du périmètre, c'est la dépendance, c'est les questions de politique et c'est aussi les questions d'espace. Hein. Et donc, si vous regardez, là j'ai imprimé sur un Google Maps, ça n'a pas de vraie existence, hein. Je l'ai trafiqué pour donner une idée. Et donc si vous avez une vision globale, vous avez des usines d'acier, d'autres usines de pétrochimie, des tours de refroidissement, des éoliennes et des bâtiments. Et la question, comment j'organise tout ça pour que l'injection d'exergie, donc ce que j'ai payé au démarrage, puisse faire tous les étages avant qu'ils soient jetés à la poubelle et idéalement, à la fin, qu'ils puissent servir à chauffer un bâtiment parce que j'ai épuisé le tout et le bâtiment, pour le chauffer, il faut 60 degrés, qui est déjà exergétiquement très faible du point de vue qualité. Des questions se posent. Par exemple, comment traverser la rivière, hein, ça coûte de l'argent, qui paye? S'il y a un problème dans l'usine 1, qu'est-ce qui se passe autour? Les Russes ont déjà essayé ça il y a trop longtemps, sauf qu'ils ont construit leurs maisons autour des usines. Lorsque les usines se sont fermées, les maisons se sont retrouvées sans chauffage. Donc ils ont mis des chaudières de partout, centralisées, sauf que le réseau il est super mal isolé. Et donc l'efficacité énergétique dans le bâtiment réussit. 20% consommé par le bâtiment et 80% déperdition du réseau. Et donc, il faut supprimer le réseau. Et donc, la conception long terme est un paramètre clé. Et par exemple, pourquoi ces systèmes ne sont pas rentables? Parce que tous les investissements sont réalisés sur 5 ans, 4 ans, alors que dans les centrales de production d'électricité, c'est 30, voire plus d'amortissement. Et donc, ici, personne ne prend le risque à plus que 4 ans. Et donc, à partir de là, voilà, vous avez le problème, la solution étant multi-solution. Voilà, donc il faut avoir une vision d'ensemble. Si vous faites de l'intégration de base, donc récupération d'énergie, flux chaud, flux froid, etc., échangeur de chaleur, pompe à chaleur, vous pouvez faire au mieux 20%, ce qui est déjà pas mal, mais c'est 20%. Si vous faites de la reconception, donc vous considérez tout ce qui est procédé là, vous passez directement sur des facteurs de gain au-dessus de 2. En général, on arrive à des facteurs de gain de 4. Il faut y arriver à concilier flexibilité et intégration, parce que l'intégration vous donne la minimisation du besoin, mais ça vous prive de la flexibilité et plus d'autres problèmes.
Et c'est toujours le problème de base, c'est l'investissement. Et donc, l'une des solutions, c'est que le prix de l'énergie augmente. Et donc, finalement, il y a quand même dans tout cet aspect-là, il y a des composants génériques, les pompes à chaleur, les cycles de Rankine organique, les échangeurs, les turbines, les compresseurs. Donc, c'est des composants génériques que vous retrouvez de partout. L'approche système, normalement, définit des cahiers des charges sur les composants. C'est pas les composants. En gros, il faut regarder le système pour dire quels composants il faut, et ce n'est pas l'inverse. Et les investissements long terme, pour reprendre juste ce qu'a dit Bruno, si vous faites un investissement cette année sur une chaudière, l'année prochaine sur l'isolation, il faut que les investissements des années d'après n'annulent pas les investissements d'années d'avant. Donc si vous avez par exemple mis une chaudière, mais 10 ans après ou 5 ans après, vous avez remis un échangeur qui vous supprime la chaudière, bah, ce n'est pas très, très malin. Donc il faut avoir de la vision long terme et de la planification d'investissement, et l'approche système vous permet d'avoir ça. Voilà, donc on a d'autres travaux sur les composants. Par exemple, on a cette activité à Nantes sur l'absorption rapide. Donc c'est des cycles on absorbe très très rapidement pour séparer des gaz, par exemple le CO2. Et on a aussi une activité sur la valorisation énergétique des biomatières, que ce soit par la biométhanisation et la combustion de biomasse. Voilà. Bon, c'était juste parce qu'il fallait que j'en parle, donc j'en ai parlé. Bon, merci pour votre attention. Bon, merci Maroun pour cette présentation, comme d'habitude, dynamique. Si vous avez, on a le temps de une ou deux questions avant de parler de Green IT, donc de passer, je dirais, un peu plus dans le monde des télécoms. Donc, monsieur, donc je vous... Est-ce que je peux poser une question sur la conférence précédente? Oui. Oui, vous me permettez, c'est très rapide. Donc, Pierre Odigier, donc je m'intéresse tout particulièrement à l'Allemagne, et j'ai contribué à la prochaine livraison de la revue des ingénieurs que certains d'entre vous connaissent certainement, qui paraîtra au mois de juin. S'agissant donc de la comparaison entre la France et l'Allemagne, il ne faut pas oublier que les prix de l'énergie en Allemagne sont très très supérieurs aux prix français, 25 cents en Allemagne pour les ménages et 14 centimes en France. Donc, est-ce que c'est la meilleure solution pour favoriser les économies d'énergie? N'est-elle pas tout simplement d'augmenter les prix de l'énergie? Oui, j'en ai un petit peu parlé quand j'ai dit qu'en France, on subventionnait les énergies. C'est vrai qu'en Allemagne, quand il y avait l'Allemagne de l'Est, il y avait des tas de charbon devant les bâtiments. Les gens ne se donnaient même pas la peine de les ranger dans la cave parce que c'était tellement subventionné, ça ne coûtait rien, le charbon. Et donc, on ne faisait pas attention à l'énergie. Donc, effectivement, la transition énergétique passe par une responsabilisation de l'ensemble des acteurs. Et la responsabilisation, elle passe effectivement par le juste prix de l'énergie. Si on subventionne les énergies, eh bien, on se prive effectivement d'une marge de progrès. Et à tel point que quand on regarde les énergies renouvelables, il y a ce qu'on appelle la parité réseau. Et la parité réseau, elle est quasiment atteinte en Allemagne pour le photovoltaïque, alors qu'en France, il faudra attendre 15 ans ou 20 ans pour l'atteindre, parce que justement, eh bien, le prix de l'énergie est un peu artificiellement bas dans notre pays. Vous voyez, donc les deux, effectivement, vous avez raison, sont liés. Ouais. Oui, mais c'est un peu lié. Ouais. Ah bah, ouais. Bah, oui, et surtout les coûts cachés des énergies traditionnelles. Donc, je pense qu'il y aura effectivement des débats là-dessus demain avec les scénarios, effectivement, dans les tables rondes en particulier, tout à fait. Victor Toldov, Télécom Lien.
Je voudrais poser une question par rapport au thème de l'usine sobre. En fait, on a vu pendant la présentation qu'il y a la possibilité d'utiliser le node de contrôle qui utilise la puissance de carte graphique pour prendre une bonne décision pour optimiser les flux énergétiques. Mais en fait, ce node de contrôle doit aussi consommer de l'énergie. Et donc, ma question, c'est est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de puissance pour prendre une bonne décision ou pas? Est-ce que c'est suffisant d'utiliser un seul PC par usine pour optimiser? Ou il faut utiliser un grand data center qui consomme aussi pas mal d'énergie? Non, c'est même pas comparable. C'est exactement le contrôle. Donc vous avez à ce four-là 40 millions d'euros de gaz par an. Sur une carte graphique sur PC, c'est largement suffisant. Et même vous avez la capacité de faire autre chose avec l'ordinateur. Donc c'est même pas 200 watts électriques pour le contrôleur. Donc c'est pas des supercalculateurs. Tout se joue au niveau des algorithmes. Et en fait, ce n'est pas des supercalculateurs qui vont faire le calcul des systèmes complexes pour donner la réponse. C'est des modélisations ultra réduites qui permettent de simuler en quelques fractions de seconde sur carte graphique donc individuelle, intégrée à un PC. Et donc, ça consomme même pas 200 watts électriques. Oui, largement suffisant. Et là, on gagne, par exemple, 10 000 fois de temps de calcul par rapport à le même calcul sur PC. Et donc, c'est 10 000 fois, donc ça veut dire 3 heures de calcul, ça devient 1 seconde. Ou bien, vous pouvez faire avec le même temps 10 000 fois de calcul. Et donc, c'est largement suffisant.